Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagnent dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Du coup, donc tu retournes dans le cabinet où tu avais fait ton DCG pour faire ton stage, c'est ça ? Exactement. Donc je termine mon DEC là-bas. J'ai eu des missions très très intéressantes parce qu'en fait ils ont racheté une clientèle qui était dans une autre ville, donc il y avait des problématiques de dématérialiser toute une clientèle, de choisir des outils, etc. Donc ouais, c'était vraiment très intéressant et ça, voilà, j'ai appris beaucoup de choses que je peux mettre en place aujourd'hui. Comment ça s'est passé alors par rapport aux épreuves, aux mémoires, etc. Parce que je crois qu'à l'époque, tu avais déjà au moins un enfant. Alors, je sais pas si tu en avais eu d'autres en cours de route. Alors, j'en avais 2. T'en avais 2 ? Et j'étais enceinte. Donc, la rédaction du mémoire et les épreuves, j'étais quasiment en fin de grossesse. J'ai accouché en mai et je devais passer les épreuves en mai. Donc t'as accouché avant ou après ? Non, après. Une semaine après, je crois. Ah ouais. Le 17, donc je sais plus. Je me rappelle de la date de l'accouchement, mais pas de celle des épreuves. Non, mais c'est vrai que ça, des fois, ça peut surprendre des personnes, mais le jour des examens, en fait, des fois, on voit des femmes qui sont enceintes qui sont au bout du bout, parce que c'est aussi une réalité que souvent, c'est à la même période à peu près de la vie que tu fais des enfants et que tu passes tes épreuves, donc c'est pas forcément toujours Exactement. simple. Et d'ailleurs, à la remise des diplômes, il y avait plein de poussettes et plein de bébés. Oui. Ouais. Donc, c'était vraiment sympa. Et comment, t'avais réussi à t'organiser quand même, pour réviser, surtout écrire ton mémoire, quoi. Tu devais avoir, tes journées devaient être bien remplies. Ouais. Alors, oui, il faut avoir, une détermination de faire, mais je pense que, voilà, tout le monde en a une quand t'arrives à ce stade. Et il faut être hyper organisé et il faut avoir un conjoint qui te soutient. Parce que clairement déjà je mettais mon réveil. Donc en fait j'hésite à t'en parler parce que je veux pas décourager les gens. Non, mais je pense que ça peut même aider, tu vois, des personnes pour qu'elles puissent s'organiser, etc. D'accord. Bon, alors moi je mettais mon réveil à 3h du mat. Ah ouais, 3h. Un jour, en fait, je sais plus si c'était 2h30 ou 3h. Parce que un jour, je me suis levée à 3h30, je me suis dit, la grasse mat, je me sentais reposée, j'avais l'impression. Tu te couchais ultra tôt, du coup, en fait, t'étais en décalé. Alors, à 20h, j'étais dans le coma. Voilà. Donc voilà, du coup, j'étais complètement décalée, et je travaillais, jusqu'à 7h. Après, je préparais les enfants, je les déposais. Et puis le soir, j'allais les chercher après le cabinet. Et puis ensuite, je les couchais, je m'endormais avec, clairement. Donc j'avais tous les jours un peu de temps. Sauf que c'est vrai que c'est un rythme très dur. Alors après, c'est pas pendant 1 an. Franchement, j'ai fait ça 3 mois. Donc tu te dis, et déjà tu parles pas en mois, tu te dis, allez, c'est quelques semaines. Donc déjà, tu vois, psychologiquement, pour moi, c'était quelques semaines. Je comptais pas, parce que sinon, c'est décourageant. Et puis, je me suis loué un bureau dans un coworking pour le week-end. Et c'était ouvert même la nuit ou... Oui, je crois que c'était du 24/24, mais je n'ai pas testé. Et donc, en fait, j'y allais à 9h. Je bossais jusqu'à 18h, samedi et dimanche. Et mon mari m'emmenait les enfants pour déjeuner au resto d'en face le midi. Donc, c'était un peu triste, c'est sûr, mais c'était que quelques semaines. Tu vois, il faut se répéter ça. Et du coup, je passais déjà pas mal de temps à corriger ce que j'avais fait en semaine parce que t'es fatigué, que voilà, il y a des coquilles et tout. Donc, et puis après, ça te permet de bien avancer. Donc, c'est quelques semaines
d'un rythme extrêmement, il faut pas réfléchir. Hein. Tu te fais ton planning et tu fais. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, tu sais, c'est plus un projet des fois même de famille ou surtout quand des fois on a des profils en reconversion, quand t'as déjà des enfants, etc. En fait, ça bouscule toute l'organisation de la famille, mais c'est aussi ce qui fait que je pense que tu trouves une motivation aussi de te dire, voilà, maintenant je suis arrivée, faut que j'aille au bout. Et même au-delà de ça, moi j'avais déjà entendu même des personnes des fois qui n'ont pas d'enfants, qui, enfin, tu sais, volontairement se lèvent plus tôt et en fait tu prends ton début de journée pour te consacrer à ce qui est entre guillemets le plus important. Alors je crois qu'il y a c'est un peu une méthode d'organisation, ça s'appelle Eat the Frog, enfin c'est manger la grenouille. En gros, c'est tu commences ta journée par le truc qui est le plus important ou qui est le plus difficile à faire pour toi. Ça peut être aussi par exemple faire du sport ou autre, mais parce qu'en fait tu te dis qu'en fait si t'as fait ta journée, à la fin de la journée, ton énergie elle est au plus bas et du coup si tu l'as pas fait au début de la journée, en général, tu le feras pas le soir à 21h. C'est clair. Donc il faut mieux commencer par ce qui est le plus compliqué pour nous. Et au niveau de ton sujet de mémoire, alors c'était sur quoi? C'était sur les cryptos ou pas du tout? Aucun rapport? C'était c'était la fiscalité des particuliers, parce qu'en fait, à partir de janvier 2020, on avait une nouvelle réglementation applicable, donc c'était un sujet d'actualité et c'était vraiment parfait. Donc, et t'avais le cas au cabinet Alors au cabinet non, c'était un cabinet vraiment traditionnel. J'ai pu avoir de l'expérience là-dessus grâce à un ami qui est avocat fiscaliste et avec qui j'ai pu étudier ces cas, l'accompagner. Donc c'était vraiment off, mais en fait il m'a beaucoup aidé et appris. Merci beaucoup, hein, tu vas te reconnaître. Mais voilà, et donc j'ai pu mettre en œuvre grâce à lui. Non, mais c'est important aussi de dire, tu sais, contrairement des fois au DCG ou au DCG, où là c'est plutôt sur quelque chose que tu vas vraiment faire en cabinet. Donc, bon, on va pas se mentir, souvent le mémoire de DEC c'est aussi sur quelque chose que tu fais en cabinet, mais ça peut aussi être au-delà. Alors par exemple, dans ton cas, une mission qui est pas forcément au cabinet, mais où tu connais quelqu'un tout à fait. Tu peux avoir aussi, moi j'avais eu le cas de quelqu'un, par exemple, c'était dans une association. Je sais pas, c'était trésorier d'une association. Enfin, en fait, tu peux faire un mémoire sur ça, alors que c'est pas en soi au cabinet, c'est une activité un peu. C'est ton hobby. Voilà, c'est ça, extra professionnel. Tu peux avoir aussi si je donne un autre exemple. J'avais entendu une histoire d'un expert comptable qui était sapeur-pompier volontaire et donc du coup il avait fait un mémoire là-dessus pour dire comment on s'organise quand on est sapeur-pompier volontaire et à la fois expert comptable. Enfin c'est pour dire que contrairement aux autres diplômes, on n'est pas obligé de faire un sujet sur quelque chose qu'on traite vraiment en cabinet, mais en tout cas il faut que ça ait forcément un rapport avec le cabinet, enfin un cabinet ou les experts comptables en général, mais ça peut être, on peut tirer un sujet de quelque chose de personnel en fait. Tout à fait, parce qu'en fait, pour faire le mémoire, il faut de la pratique. Et si j'avais pas pu, voir de vrais dossiers, participer à des vrais dossiers, je sais pas comment j'aurais fait, parce que il y a cet aspect quand même où tu présentes des outils, etc. Donc c'est vrai que tant que on peut avoir des cas concrets, et ça peut être pro, perso, enfin voilà. On peut mélanger, c'est ça. Mélanger le tout. Et donc quand tu passes tes épreuves, tu l'obtiens du premier coup? Alors non, je l'ai pas eu du premier coup parce qu'en fait j'ai dû repasser la révision. Donc c'est l'épreuve la plus dure en général, enfin de ce que je crois. Mais alors, avec les taux de réussite, etc. Surtout, franchement, vu la décimale à laquelle j'ai dû repasser, ça, c'était vraiment extrêmement frustrant, quoi. Ah ouais, c'était genre 9. Ah ouais, 9, c'était 96. Enfin non, c'était vraiment très très frustrant. Donc, du coup, vu que j'avais 6 mois de plus, c'était pas plus mal parce que comme j'ai eu mon bébé, j'étais un petit peu plus cool. Et puis, j'ai développé des formations. En fait, je les ai pas mises vraiment sur le marché parce qu'elles étaient en anglais. Puis finalement, le temps est passé vite et c'est très long de faire des formations. Mais c'était sur comment fonctionnent les plateformes crypto, les exchanges, etc. Ah, donc là, en fait, t'étais partie du cabinet et tu. Oui, j'étais partie. Ouais. Trop bien, et t'as fait ça, mais tu les as pas commercialisés. Enfin, de base, c'était pour les commercialiser, je suppose, mais. Oui, mais en fait, là, je me rends compte, tu vois, à quel point le marketing c'est important. Ouais. Donc là, voilà. Parce que tu peux avoir un super produit, mais si personne ne le sait. C'est ça. Et puis en plus, j'avais pas du tout assez ciblé. Donc, pour sortir des formations, il faut avoir vraiment une cible précise.
d'une part la personne, ton client préféré, et un secteur géographique et tout ce travail n'avait pas été fait, et donc du coup j'ai appris encore qu'en fait il faut cibler, voilà. Donc je pense que les formations, j'adore en faire. Je pense que j'en ferai un jour. Peut-être, je sais pas, dans des écoles ou dans des, Alors ça, c'est non, moins mon truc. Franchement, non, ce serait plutôt à l'adresse peut-être des femmes entrepreneurs ou d'une cible particulière entrepreneuriale, ou notamment, tu vois, j'ai les clients non crypto que j'avais me disaient tout le temps, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais bien, mais je sais pas comment faire. Donc après, moi, je suis assez mitigée parce que je dirais jamais à quelqu'un, j'encouragerais jamais à quelqu'un d'acheter des cryptos parce que c'est très risqué, et je trouve que c'est pas mon rôle. Mais c'est plus quelqu'un qui veut le faire mais qui sait pas comment faire. Voilà. Voilà, c'est si tu veux absolument le faire, dans ce cas-là, je vais essayer de te sécuriser, de t'aider pour pas que t'aies des ennuis, mais je veux pas que ce soit pris comme un encouragement, tu vois, parce que c'est quand même, c'est un investissement financier, c'est un risque. C'est quand même très risqué. Donc en fait, quand tu me dis oui, j'avais pas compris à quel point c'était important le marketing. Ouais. C'est un peu, tu sais, quand tu découvres l'entrepreneuriat. Je pense que t'as beaucoup de personnes dans ce cas-là où tu sais, tu te dis je veux mon deck, et puis après t'étais presque, on va dire que tu l'obtiens, et après tu fais ah ouais mince. Comment on fait pour monter un cabinet? En fait, je sais pas comment on fait. Exactement. Mais ça devrait faire partie du deck, en fait. Tu vois, dans les journées de formation, après, t'as aussi des gens qui vont s'associer, tu vois. Donc, tout à fait. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même un frein pour ceux qui veulent créer leur cabinet. Tu sais, t'es dans le diplôme, dans le truc, tu te dis ouais, je vais créer mon cabinet. Après, tu fais ah ouais, en fait, faut que je fasse un site internet. faut que je réfléchisse à un site internet, à mes offres, à mes personas, à mes cibles, à mes tarifs, comment je vends une mission, etc. Et je pense que c'est super. Pas évident du tout. C'est super important. Et en plus, je pense que ça te rapproche aussi de ton client, parce que finalement, tu as les mêmes problématiques. Oui, tout à fait. Que tes clients. Oui. Et donc toi, tu travailles sur ces formations en tout cas, tu repasses ton épreuve, donc je suppose que tu obtiens ton diplôme. Du coup. Et après, qu'est-ce que tu fais? Alors là, tu te dis, je veux créer mon cab. C'était dans quel état d'esprit? Oui, écoute, après, ça s'est fait vraiment très très naturellement. C'est que je me suis inscrite. Et puis, inscrite à l'ordre. À l'ordre, voilà. Je me suis inscrite à l'ordre. Pour les néophytes. Je me suis inscrite à la compagnie. Et puis t'avais fait du CAC du coup. Oui, ouais. Et puis en fait les clients sont arrivés par le bouche à oreille, par les avocats, par les personnes que je connaissais. Vraiment ça s'est fait vraiment naturellement en fait. Je pense qu'après il faut suivre le flot. Tu vois, ça je trouve qu'on souligne pas assez le fait de lâcher prise et de suivre le flot. Parce que tu vois, moi j'ai entendu beaucoup plus d'expérience de personnes qui galèrent quand elles ont leur diplôme et qu'elles lancent leur cab à trouver les premiers clients. Après, au bout de 1 ou 2 ans, t'en refuses. Mais j'avais plus entendu que tu t'avais du mal au début. Alors après, c'est peut-être parce que tu t'es fait un réseau aussi. Tu vois, par exemple, quand t'as fait ton mémoire, du coup, potentiellement, avec cette personne qui était avocat fiscaliste, s'il a des clients, il peut te les renvoyer. En tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que pour tous ceux qui écoutent, quand vous faites votre mémoire, en fin de compte, c'est quand même, le mieux, c'est que ça vous intéresse et que ça cible ce que vous aimeriez faire si vous vous mettez à votre compte après. Parce qu'en fait, vous allez faire des rencontres pendant la rédaction du mémoire. C'est un peu votre carte de visite. Et en fait, naturellement, les personnes qui vont partager ces problématiques, cet intérêt, vont se rapprocher de vous. Donc, ouais, c'est un peu comme un tremplin. Certes, tu vas obtenir ton diplôme, mais alors je sais plus exactement quelle est la phrase exacte de Cyril, qui doit sûrement nous écouter, mais en gros, il faut que le deck ça soit un tremplin pour ta vie professionnelle après. Et donc par exemple, si on fait sur un sujet type les cryptos, etc., de se construire un réseau autour de ça qui fait qu'après ça va te ramener des clients. Par exemple, si tu lances ton cab, tout à fait. Le réseau c'est quand même super important, je pense. Je pense que c'est un peu sous-estimé, mais quand tu lances ton cab, si t'as aucun réseau, je pense que même si tu t'inscris à l'ordre, tu vas quand même pas avoir des clients qui vont
te tomber dessus comme ça, tu vois. Enfin, franchement, moi, je connais pas énormément de monde. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un réseau. Non, mais tu vois le réseau que tu t'es fait, enfin pendant ton mémoire et qui était très ciblé sur, bah l'avocat fiscaliste. Du coup, il savait que Clarisse sur le sujet compte. Enfin, si j'ai des clients qui ont des sujets crypto et qui cherchent un expert comptable, je peux le renvoyer vers Clarisse. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est pour ça que voilà, ne vous découragez pas si vous ne connaissez personne. Hein. Ça se fait en fait vraiment naturellement. Et peut-être aller aussi, tu vois, des fois dans les CCI ou ce genre d'organisme. Alors il y a des confrères qui font ça effectivement. Franchement, j'ai jamais eu le temps de le faire. Et tant mieux. Mais en fait, on m'avait conseillé de le faire. Et si j'avais eu du temps, oui, j'aurais suivi cette piste parce que effectivement. Bah, tu peux accompagner des entrepreneurs dès le début, donc bah, c'est pas mal. Tu peux faire du conseil, tu peux faire la création de la société, etc. Donc ça peut être intéressant quand tu démarres. Et à quel moment la rencontre se fait avec Earn, parce que là tu avais lancé ton cab vraiment de ton côté? Alors en fait ça s'est fait quasiment simultanément, si tu veux. Donc en automne. Je me dis allez, j'arrête les formations et tout là, je sors de mon salon, j'y vais quoi. Il faut que j'arrête et je rencontre et en fait Anne-Laure, franchement, je t'aime, mes messages privés, m'écrit un message en me disant mais est-ce que tu connais Alexis là-bas? Je sais pas du tout. Donc c'est une copine à toi? Oui, et d'ailleurs elle est expert comptable à Montpellier, elle a ouvert son cabinet, enfin elle a inauguré le cabinet le mois dernier, un concept extrêmement particulier. Est-ce qu'elle fait pas de l'expertise comptable pour les femmes? Oui. Ouais, bah, je crois que j'ai vu passer les posts. Très très beau projet, enfin voilà. Et elle me dit, franchement, je pense qu'au niveau énergétique, vous vous entendriez bien. Il a une belle énergie, etc. Et donc, elle nous met en relation. Et là, oui, effectivement, ça matchait. Donc on est vraiment heureux. Comme une famille, un peu. Ouais. Et après, le challenge, c'est de garder ça sur la croissance. Voilà, donc plus t'as de monde, plus il faut veiller à ce que ces valeurs se transmettent. Et que tout le monde s'entende bien quand quand tu grossis rapidement, etc. Ça peut être compliqué, mais du coup, je trouvais ça super intéressant ton approche de dire, en tout cas, le candidat passe d'abord par l'équipe, parce que c'est vrai que tu vois, moi, par exemple, j'ai un peu une connaissance, on va dire, du secteur du marché. Je trouve que c'est compliqué des fois pour les cabinets qui offrent des bonnes conditions de travail, etc., d'avoir même des candidats, quand bien même l'ambiance est bonne, etc. Parce qu'en fait, quand t'es candidat de l'extérieur, le seul critère objectif que tu as pour choisir un cabinet, on va pas se mentir, c'est souvent le salaire. Alors que c'est pas forcément le critère premier, mais tous les cabinets vont te dire globalement, l'ambiance elle est tip top chez nous, on fait que de rigoler, etc. Mais en fait, tant que t'es pas dedans, tu vas te dire en fait, tu sais pas si c'est réellement vrai ou pas. Et le fait d'avoir une étape comme toi tu le fais, alors qui peut être pas forcément en premier, mais ou qui peut être aussi ça peut être un premier entretien avec l'expert et après rencontrer les équipes, mais je veux dire, ça te conforte dans le côté ambiance qui est pas palpable. Ok, tu peux faire des photos sur LinkedIn, etc., mais derrière, est-ce que c'est vraiment vrai? En fait, ça permet de montrer que au-delà de ce qu'on dit, en fait, c'est la réalité. Ouais, c'est vrai. Donc je trouve ça super cool comme process. Et donc tu disais comme là vous êtes en plein développement, donc là tu me disais actuellement c'est le dernier jour dans vos locaux ici. Vous allez déménager, vous êtes combien là actuellement? Là on est 7, 8. Voilà, on essaye de tourner parce que c'est vrai qu'à Paris c'est pas évident de trouver des bureaux et d'accompagner la croissance. Donc on n'est jamais tous ensemble au bureau. Donc on fait en sorte que chacun se voit au moins une journée pour créer des liens, etc. Vous avez peut-être une journée où tout le monde est là ou Alors, non? Déjà on organise plein de trucs. Donc jusqu'à présent on se faisait au moins un resto mensuel. En fait, je voulais faire des thèmes et finalement, on parle jamais du thème parce que, là, je veux faire en 2023 inviter un client tous les mois pour nous parler de son parcours d'entrepreneur et de son business. Mais que, en fait, les équipes arrivent à toucher du doigt l'esprit d'entreprise. Ça va leur permettre de encore mieux accompagner les clients.
Et puis en plus, on a des clients très sympas, donc ce sera toujours un vrai plaisir. On a les clients qui nous ressemblent. Ouais, c'est gentil. Non, mais je trouve ça super innovant et super intéressant comme façon de faire. Donc ça se développe bien, Earn. Est-ce que tu peux nous dire un peu, je sais pas, quels sont tes projets, enfin que ce soit, je sais pas si t'as des projets peut-être plus perso ou pro liés au cabinet. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez des objectifs de chiffre d'affaires ou de nombre de salariés ou pas du tout? C'est au fil de l'eau? Franchement, mes 2 objectifs principaux que je garde toujours en vue, c'est le bien-être des collabs et la satisfaction des clients. Mais la satisfaction niveau pas 5 étoiles, niveau palace, tu vois, vraiment qu'il soit voilà, super bien encadré, accompagné, etc. Après tout le reste, c'est pas dans mon focus, donc ça va accompagner, mais quand je dois prendre une décision, je vais me poser ces 2 questions. L'impact sur le bien-être de l'équipe et sur la satisfaction et les services qu'on rend à nos clients. Voilà. Donc c'est d'abord l'humain et ensuite en gros si tu fais bien ton job et que les 2 sont remplis, a priori le reste suivra. Exactement. Exactement. Le reste suit naturellement, mais vraiment notre métier en fait, c'est un métier d'humain. C'est que on accompagne les entrepreneurs dans une des choses de plus précieuses qu'ils puissent avoir, c'est leur gagne-pain. C'est le cadeau qu'ils vont offrir à leurs enfants à Noël. Enfin, c'est vraiment, il faut se remettre devant les yeux. Quel est l'objectif de notre accompagnement? C'est de permettre à nos clients de réussir un projet qui leur tient à cœur et d'en vivre de manière à ce que ce soit confortable et qu'ils puissent être heureux dans leur aventure de l'entrepreneuriat. Oui, mais leur entreprise, c'est souvent leur bébé, même quasiment. Enfin, j'allais dire, c'est encore peut-être pas au stade au-dessus, mais je veux dire comparé au temps qu'ils y passent souvent. Enfin, au final, un entrepreneur, la plupart du temps, il passe quand même énormément de temps à bosser. Exactement. Et souvent même plus qu'à avoir sa propre famille. Enfin, donc c'est vraiment le bien le plus précieux que tu as. Et toi, est-ce que tu peux nous dire alors qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, même si j'ai un peu une idée? Franchement, je suis très heureuse de travailler avec mon équipe. Ça me procure beaucoup de bonheur. Et je leur en suis très très reconnaissante. Après, les clients, pareil. J'ai énormément de chance qu'ils me fassent confiance. Et si on passe de l'autre côté, alors qu'est-ce que t'aimes le moins dans ton métier? Il y a forcément des trucs... La paperasse. C'est vrai? Quand tu dis la paperasse, c'est quoi? C'est genre la compta du cabinet ou la compta des clients? Entre autres. Les cordonnistes sont les plus mal chaussés. Oui, je me dis ça souvent. Tu fais ta déclaration de TVA à 23h30. Non, oui. Ou à 16h30, on va dire, si tu finis à 17h. Bien sûr, attends, franchement, qui ne fait pas sa déclaration d'hier et de tout la veille à minuit moins 3? Même les experts comptables, alors. Ah, bien sûr. Parce qu'en fait, t'as fait toute celle des clients avant. Mais donc justement, en fait, t'as pas envie de faire la mais voilà, mais c'est ça le truc, c'est que comme les clients passent en priorité, mes trucs à moi, je les fais à l'arrache. Enfin, donc voilà, c'est la partie moins fun, mais bon. Il faut le faire, donc oui. Pas de souci. C'est ça. Et du coup, est-ce que s'il y a des choses qui étaient à refaire, est-ce que tu referais différemment? Je sais pas, par exemple, est-ce que tu bosserais plus pour obtenir ton épreuve de révision? Non, non, parce que franchement, j'ai accouché quelques jours plus tard, donc j'étais crevée. Enfin après tout ça, donc bon, en fait que je l'ai raté. C'est pas un échec, c'est tout simplement que on a nos limites, mon cerveau aussi. Enfin, en plus c'était vraiment à 9,4. Oui. Non, franchement, c'est pas ça, parce qu'en fait, ça m'a permis d'avoir du temps après, pour mon bébé, pour faire autre chose et apprendre de nouvelles choses. Franchement, je n'aurais rien fait de différent. Parce qu'en fait, à chaque fois, t'apprends de tout ce que tu fais. Non, c'est vraiment parfait. Et si t'avais un conseil à donner à la Clarisse qui a 20 ans et qui nous écoute, alors je sais plus, qu'est-ce que tu faisais quand t'avais 20 ans? Je revenais d'un tour avec mon sac à dos. Voilà,
Donc je suis partie avec un sac à dos, j'étais un peu partout. Maintenant, je lui dirais que tout va bien se passer et que franchement, il faut se faire confiance. Que c'est top, la vie, elle est trop belle. Merci beaucoup Clarisse pour cette belle conclusion. Merci à toi Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h